Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis François Calégian, je suis le directeur de la direction économie veille à IFP Énergie Nouvelle. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour cette 8e édition des rendez-vous IFPEN de l'innovation énergétique. Et ce rendez-vous, cette 8e édition, est consacrée cette fois-ci au carburant durable pour l'aviation. Bienvenue aussi à tous nos panélistes que je vous présenterai un peu plus tard. Vous êtes 450, un peu plus que 450 à vous être inscrits, à la fois en présentiel et en distanciel. Cela souligne bien l'intérêt du sujet et suscitera, je n'en doute pas, des discussions passionnantes. Mais sans plus tarder, c'est avec grand plaisir que je donne la parole à Pierre-Franck Chevet, président d'IFPEN, pour introduire notre séminaire. Bonjour à tous, à ceux qui sont en présentiel, une cinquantaine pour ceux qui sont en distanciel. Je salue aussi ceux en distanciel. Vous êtes nombreux aujourd'hui, effectivement, c'est le sujet qui nous fait nous rencontrer, est un sujet d'importance. Peut-être on va parler donc des SAF, de Sustainable Aviation Fuels. Alors c'est un sujet important et à la fois pas important, mais quand même important. Alors je m'explique. En France, quand on regarde les émissions de CO2, c'est le secteur transport dans son ensemble qui domine devant le secteur énergie, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, mais comme on a une énergie globalement pas mal décarbonée, effectivement, c'est le transport qui est la priorité numéro 1 si on veut décarboner. C'est de l'ordre de plus de 30% de nos émissions de CO2. Et alors, c'est pourquoi le sujet d'aujourd'hui est peut-être un peu moindre. C'est parce qu'au sein même de ces émissions des transports, quand on regarde spécifiquement le secteur de l'aviation, alors il y a plusieurs manières de compter les émissions de l'aviation, notamment parce que malheureusement les avions bougent, ils bougent même à l'international, donc la comptabilité CO2 de l'aviation est compliquée. Si on regarde sur le trafic transport domestique national, les émissions de l'aviation, ça doit être de l'ordre de 5%, 4-5%. Si on compte de manière élargie, c'est-à-dire on compte aussi, par exemple, tous les vols au départ internationaux, au départ de la France, parce qu'on ne va pas compter les deux, ceux qui reviennent, ceux qui partent, là, à ce moment-là, on obtient un bilan de l'aviation qui n'est pas négligeable, qui est de l'ordre de 16%. Donc, sujet quand même majeur. L'automobile, dans ce même comptabilité, c'est de l'ordre de 50%. Les camions, enfin les gros camions, c'est de l'ordre de 20%. Les véhicules utilitaires légers, de l'ordre de 20% aussi. Donc c'est quand même un sujet qui est important. Et c'est un sujet d'autant plus important que quand on regarde sur la durée, les émissions, en tout cas le trafic, a plutôt augmenté, est en croissance. Et donc si on n'y fait rien, ce 16% va se transformer en beaucoup plus. Et donc il faut absolument agir sur le sujet. La croissance du secteur aérien, je parle sous contrôle certainement de grands spécialistes, c'est de l'ordre de plus de 2% par an au niveau mondial, voire 3%. Quelque part, ça suit un petit peu la croissance et le besoin d'échange associé à la croissance. Donc, il faut impérativement s'attaquer à ce sujet. Donc, à la fin, c'est quand même un sujet totalement important, et d'autant plus que c'est un secteur qui n'a pas beaucoup d'autres solutions court terme. On a parlé d'hydrogène, on n'en est pas là. Certains parlent d'électrification, on n'en est vraiment pas là. Et donc, la première sans doute solution qui est plutôt disponible, c'est effectivement les SAF. Puis je finis par une note publi-reportage. Il se trouve que IFPEN a engagé des recherches sur les biocarburants plus généralement depuis 30-40 ans, qu'on est aujourd'hui leader mondiaux des organismes publics de recherche sur le sujet. Et donc, on a quelque chose à apporter sur les biocarburants et en pensant spécifiquement aux biocarburants de deuxième génération, ceux qui utilisent les ressources, les déchets, soit de l'agriculture, soit de la forêt. Donc, et d'ailleurs, on a 2 projets en cours de montage sur les sujets, notamment sur le biokérosène. Voilà, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus. Il y a des gens qui savent beaucoup plus de choses que moi qui vont prendre la parole. Merci. Merci beaucoup. Oui. Alors, merci, Monsieur Chevet, pour cette introduction. Donc, vous avez souligné notamment l'urgence qu'il y a à agir et finalement à créer de toutes pièces pratiquement une filière en une dizaine d'années.
Donc on voit tout l'enjeu qui pose des défis à la fois d'innovation, bien sûr, mais industriels aussi, des défis pour une coopération publique-privée réussie, des défis économiques. Tout ça va traverser les interventions de nos panélistes, et puis aussi des défis de société. Donc on voit qu'il y a beaucoup de défis à relever, et c'est passionnant, puisque les enjeux sont à la taille de ces défis. Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous avons réuni pour vous aujourd'hui un panel de qualité, représentant en quelque sorte le triptyque pouvoir public, industrie et innovation. Et donc, nous aurons, par ordre de passage, Nora Susbiel. Donc, Nora Susbiel est chef du bureau du climat, de la qualité de l'air et des sujets émergents à la Direction générale de l'aviation civile. Ensuite, nous aurons Jean-Philippe Ayrault et Frédéric Baligan. Donc Jean-Philippe Ayrault est responsable programme biomasse vers carburant dans le centre de résultats produits énergétiques d'IFPEN. Et Frédéric est vice-président Renewable Product Line chez Axens. Voilà. Ensuite, nous aurons Steven Lemoine à votre droite, donc, qui est programme manager du programme Sustainable Aviation Fuels pour Airbus. Et puis, nous terminerons avec l'intervention de Fabrice Magard, vice-président et General Counsel of Cargolux Airlines International. Voilà, donc un panel qui va, comme ça, pouvoir vous présenter les différents aspects des différents segments de la chaîne de valeur. Donc, bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui pour partager avec nous votre expérience, votre expertise. Et donc, 2 mots sur le format pour vous rappeler un peu l'organisation. Une première séquence de pratiquement 1 heure, donc, qui se termine à 10 heures, avec 10 à 12 minutes pour chacune des interventions de nos panélistes. Pendant les interventions, pour ceux qui sont à distance, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions en indiquant le ou les panélistes auxquels votre question est adressée. Et nous traiterons ces questions, ainsi que celles posées directement depuis la salle, durant la dernière demi-heure de notre rendez-vous. Mais sans plus tarder, je donne donc la parole à Nora Susbiel pour rappeler quelles actions ont été prises par les pouvoirs publics, celles qu'il reste à prendre, pour faciliter l'émergence d'une filière carburant durable compétitive en France et en Europe. Nora Susbiel, c'est votre tour. À vous. Bonjour à tous. Alors, j'ai la dure responsabilité de porter la parole de l'État aujourd'hui. Quelques éléments de contexte en introduction. Monsieur Chevet l'a rappelé, les carburants durables pour l'aviation sont un levier majeur de décarbonation pour le secteur aérien qui dispose de peu d'alternatives pour se décarboner. Si le gouvernement soutient l'ensemble des leviers de décarbonation identifiés, le financement de l'innovation, des technologies de rupture comme l'avion à hydrogène, l'optimisation des opérations en vol et au sol. Dans les rapports à la fois réalisés au niveau de l'Organisation civile internationale ou dans la feuille de route réalisée tout récemment par le secteur aérien au titre de l'article 300 de la loi climat et résilience, on voit que les carburants durables pour l'aviation représentent à peu près la moitié de l'effort à réaliser en termes de décarbonation à horizon 2050. Alors, ils ont l'avantage d'être directement miscibles avec le kérosène classique. Donc, c'est une solution de carburant drop-in. Donc, pas d'adaptation importante des infrastructures aéroportuaires, ni d'adaptation de changement de flotte pour les transporteurs aériens. Malgré cela, la production au niveau mondial et au niveau national reste extrêmement faible du fait de coûts de production très importants et de technologies qui existent mais qui n'ont pas encore réalisé le passage à l'échelle de la production. Donc c'est un peu un cercle vicieux, toujours la problématique de la poule et l'œuf, c'est-à-dire que les transporteurs aériens, ça représente un coût très important pour eux. Il faut réaliser que pour un transporteur, le poste carburant, c'est à peu près 30% des coûts d'exploitation. Et côté producteur, des investissements massifs sont nécessaires, mais ils n'ont pas de visibilité sur les débouchés. Donc un marché très peu mature qui justifie l'intervention de la puissance publique.
Donc la France a été un des premiers pays à mettre en œuvre une politique dynamique de soutien au développement et à la production des SAF, avec un premier levier, un premier versant de soutien de la demande, avec une feuille de route qui fixait des objectifs de décarbonation à horizon 2025 et 2030, 2%, 5%, et un objectif plus lointain, repris dans la stratégie nationale bas carbone deuxième édition, de 50% d'incorporation. Ces objectifs d'incorporation, il faut bien comprendre qu'ils sont obligatoires. La France est l'un des premiers pays, aux côtés de la Suède et de la Norvège, à avoir imposé un mandat d'incorporation obligatoire, c'est-à-dire que depuis le 1er janvier 2022, les fournisseurs de carburant ont l'obligation d'incorporer 1% de biocarburant dans les carburéacteurs, sous peine de devoir s'acquitter d'une pénalité à hauteur de 125 € pour la première année de mise en œuvre. Ce montant a été relevé dans le contexte de la crise énergétique à 168 € pour 2023. Ces mesures, elles permettent de donner une certaine visibilité sur la demande, mais elles ne suffisent pas à créer une véritable filière de production au niveau national, puisque l'import reste toujours possible. Donc, de façon parallèle, l'État avait également lancé des mesures de soutien à la production, via d'abord, en 2020, le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt, qui a permis d'identifier 15 projets portés par des consortiums industriels rassemblant l'ensemble des parties prenantes et des acteurs de la chaîne de valeur, ce qui a permis de préparer le lancement d'un appel à projets qui s'est tenu de 2021 à 2022. Cet appel à projet, il avait pour objet de financer vraiment les phases amont des projets, les premières études, les travaux d'ingénierie préalables à la décision d'investissement. Cet appel à projet, il a permis de sélectionner 5 projets, dont un auquel participe l'IFPEN, je pense que vous y reviendrez. Cette politique française, elle a profondément inspiré la politique européenne qui est encore en cours de négociation. J'espère qu'on arrive au bout. Dans la proposition de la Commission qui a été publiée dans le cadre du paquet Fit for 55, le règlement Refuel EU, on est exactement dans la même logique. On impose une trajectoire d'incorporation aux fournisseurs de carburant de 2025 à 2050. On reste comme dans le cadre de la politique nationale, on fait le choix de rester sur des matières premières qui n'entrent pas en concurrence avec l'alimentation humaine ou animale et qui permettent d'avoir des gains en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre très importants sur l'analyse du cycle de vie, au moins 70%. La Commission avait d'ailleurs repris les objectifs d'incorporation français pour 2025 et 2030 dans sa proposition. Ce qui différencie la politique européenne par rapport à la politique française, c'est que déjà, on a une visibilité plus grande, puisqu'on a vraiment des jalons qui sont posés jusqu'en 2050 tous les 5 ans. Et on a un sous-objectif spécifique pour les synthétiques, donc produits à partir d'hydrogène décarboné et de carbone, sous-objectif spécifique qui se justifie du fait que ces carburants ont un coût de production qui reste très élevé, plus élevé que les biocarburants. Si la technologie existe, le passage à l'échelle n'est vraiment pas encore réalisé. Donc on a eu un accord politique provisoire sur ce texte à la fin du mois d'avril. Donc on est à un moment finalement que j'estime un peu charnière, où on voit que la réglementation au niveau européen, elle commence à être précisée. On a une meilleure visibilité sur les intrants, les matières premières qui peuvent être utilisées dans le cadre du règlement Refuel Aviation, dans le cadre des actes délégués associés à la mise en œuvre de la directive sur les énergies renouvelables. Est-ce qu'on peut utiliser pour la production d'e-fuel du carbone d'origine industrielle ou simplement du carbone d'origine biologique? Jusqu'à quand? Donc tous ces points ont été précisés récemment. On voit aussi que dans d'autres pays, il y a des politiques incitatives très fortes qui commencent à être mises en place. On peut prendre l'exemple, bien sûr, des États-Unis, qui est assez connu et qui a fait beaucoup parler, avec la mise en place de l'IRA, où un crédit d'impôt sera mis en place dès le 1er janvier 2023 au bénéfice des fournisseurs de carburant, des blenders pour être précise, un crédit d'impôt de 1,25 $ par gallon, qui est bonifié en fonction des réductions des émissions de gaz à effet de serre effectuées au-delà de la limite minimale de 50%.
Donc on a cet exemple américain, on a l'exemple aussi allemand qui mise beaucoup, qui a une stratégie extrêmement ambitieuse assortie de beaucoup de moyens pour développer l'hydrogène renouvelable et la production d'e-fuel avec des objectifs d'incorporation ambitieux. L'exemple néerlandais qui depuis quelques années avait fait le choix de mutualiser les objectifs d'incorporation entre le secteur routier et le secteur aérien, ce qui a permis de faire baisser les prix et de créer un marché. Donc on a tous ces exemples-là et on est dans une position à niveau national où il faut qu'on réfléchisse finalement collectivement à créer les meilleures conditions pour pouvoir réussir le passage à l'échelle de la production sur le territoire. C'est l'objectif du groupe de travail de haut niveau qui a été lancé par les ministres chargés de l'industrie, de l'énergie et des transports le 14 février. Donc l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur sont réunis et au sein du groupe de travail réfléchissent pour faire des propositions, pour proposer les meilleurs dispositifs d'accompagnement, pour essayer de dérisquer au maximum ces projets qui sont vus encore comme trop risqués de la part des institutions financières. Et pour préparer aussi l'évolution de la tir verte dans le cadre de la préparation de la mise en œuvre du règlement Refuel Aviation. Ces discussions, elles dépassent sur la mise en place d'une filière de production, elles dépassent le secteur aérien. Et donc, on a aussi des discussions dans le cadre du projet de loi d'orientation pour préparer la stratégie française pour l'énergie et le climat, parce que voilà, cette loi, elle permettra de fixer des orientations qui définiront la stratégie nationale bas carbone 3e édition et la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie. Et dans ce cadre-là, il faut effectivement que l'État définissent une stratégie cohérente, quelle part de production nationale, quels objectifs, à quelle échéance, quel recours à l'import. C'est vrai qu'au niveau européen, on voit qu'en 2035, il y a vraiment une marche. On a des objectifs d'incorporation qui sont très importants, 20% de SAF, dont 5% d'e-fuel. Voilà. Et ces objectifs de production nationale, il faut qu'ils soient cohérents avec les ressources disponibles ou à développer en matière de biomasse, 2e génération, et en matière d'électricité, alors que les besoins sont effectivement très importants. Voilà, donc il y aura des décisions difficiles à prendre d'arbitrage entre les différents secteurs. Au niveau international, le sujet est aussi d'actualité, puisque c'est un levier majeur qui permettra d'atteindre l'objectif net zéro carbone fixé par l'Assemblée générale de l'OACI en novembre dernier. Donc on a une grande conférence, la 3e conférence de haut niveau sur les SAF qui se tiendra au mois de novembre. Donc voilà, des discussions aussi au niveau international pour progresser sur le sujet. Donc un sujet d'actualité qui va encore beaucoup nous occuper. Merci beaucoup Madame Susbiel. Peut-être juste un mot, vous avez mentionné la future SNBC, donc qui est en cours de préparation avancée, on va dire. Quelles sont les évolutions les plus importantes que vous voyez par rapport aux engagements des pouvoirs publics par rapport à la version précédente? Alors, dans le cadre de la SNBC, on voit très bien que dans ce qu'on appelle le Run 1, les premières simulations qui ont été effectuées, les SAF sont vraiment le levier majeur de décarbonation identifié, que ce soit à horizon 2030 ou à horizon 2050. Donc on a 2 types de scénarios. Un scénario avec mesures existantes, et dans ce cas-là, on reprend le cadre européen. En fait, le cadre européen, il est déjà très ambitieux. Sous la pression du Parlement européen, on est à 70% d'incorporation en 2050, dont la moitié d'e-fuel. Et ensuite, on a une discussion pour savoir, dans le cadre du scénario avec mesures supplémentaires, à horizon 2030, est-ce que des engagements supplémentaires sont pris? C'est vrai que le secteur souhaitait un niveau d'incorporation dans sa feuille de route à 10%. Donc voilà, c'est toutes les discussions qu'on a, 10% qui seront atteints en tout ou partie avec voilà, les objectifs de production nationale. On reboucle sur les mêmes enjeux en termes aussi de ressources disponibles. Merci beaucoup. Merci pour nous avoir présenté le point de vue et l'effort des pouvoirs publics en la matière. Abordons à présent la question de l'innovation. Donc ces carburants durables, quels sont-ils?
quelles sont les innovations sur lesquelles on peut compter, quand seront-ils disponibles et commercialisables? Pour répondre à toutes ces questions, je donne immédiatement la parole à Jean-Philippe Ayrault et Frédéric Baligan. Je crois que c'est Jean-Philippe Ayrault qui débute. Qui va commencer, effectivement. Bonjour à tous. Donc, Nora l'a déjà un peu mentionné, mais je pense qu'on va commencer par la conclusion en introduction. Donc, les technologies sont disponibles. Donc, c'est bien ça qu'il faut voir, les technologies pour 2030. 2030, on a le premier gap d'incorporation des biocarburants d'aviation durable qui vont être nécessaires. 2035 est encore un cap qui va être encore plus important. Donc, quelles sont ces technologies? Technologies développées notamment par l'IFP depuis plus de 10 ans, parce que si on veut être au rendez-vous en 2030, en prenant en compte le temps d'un projet industriel qui est d'environ minimum 5 ans, donc il faut que les technologies soient sur le marché actuellement, et elles sont sur le marché. On va distinguer 4 grands types de technologies, donc des technologies qui sont plutôt issues du domaine mature, et qui vont être adaptés pour les biocarburants, et des technologies qui vont être complètement développées depuis la feuille blanche. Donc dans ces technologies-là, on va retrouver les retraitements des huiles végétales, donc huile de cuisson usagée et graisse animale. Donc ce sont des technologies qui vont être issues du monde plutôt du raffinage, qui ont été adaptées aux spécificités des charges lipidiques, et donc toutes les spécificités en termes d'impureté et de composition chimique de ces huiles-là. Donc ça, c'est des procédés qui sont déjà présents industriellement et qui vont faire déjà l'objet des premiers volumes de SAF incorporés à court terme par les compagnies aériennes. Les autres technologies qui sont un peu plus en rupture, donc qui vont être issues de charges issues de résidus forestiers et résidus agricoles, comme l'a mentionné M. Chevet, donc les biocarburants avancés. Donc on va retrouver 2 grandes technologies. Donc une technologie qui va être sur la conversion par la voie thermochimique indirecte, donc en prenant la gazification de la biomasse pour déstructurer complètement la biomasse, et ensuite on va synthétiser les 2 petites molécules qui sont le CO et l'H2. On retrouve l'H2 qu'on va mentionner après, qui est un élément important aussi dans la décarbonation. On va venir faire des carburants de synthèse qui vont être d'une composition chimique complètement équivalente aux carburants fossiles, et ce qui va leur permettre d'avoir cette propriété de drop-in et donc d'être incorporable directement dans le carburant conventionnel aujourd'hui. Donc pas nécessité de changement des aéronefs. Un aéronef, c'est entre 20 et 30 ans de vie. Donc si la compagnie aérienne investit maintenant sur un aéronef et devoir mettre du SAF demain, ça fait partie des possibilités. Pas de changement d'infrastructure, aussi de distribution. Donc ça, c'est un projet qui a été mené à l'IFP par des partenaires qui s'appellent notre Biotifuel, donc 6 partenaires, le CEA, Axens, ThyssenKrupp Industrial Solutions, Total Energy et Avril, qui a démarré en 2010 pour se terminer en 2021. Projet qui a fait l'objet d'une unité de démonstration, de 2 unités de démonstration. Donc c'est pour vous montrer, même si c'est des projets qui nécessitent 10 ans de développement, on doit aller aussi sur cette échelle pré-industrielle pour permettre de dérisquer les procédés au maximum, de façon à apporter à Axens et des réponses pour l'investisseur par rapport à la thématique de vous n'avez pas de première unité industrielle, qu'est-ce qu'il en est, et dérisquer cette partie-là des projets industriels. Pour nous, c'est très important de cette phase de dérisquage, parce qu'elle permet vraiment d'étudier les différents phénomènes à des échelles beaucoup plus importantes qu'au laboratoire, et d'identifier tous les points durs qui auraient pu être rencontrés à l'échelle industrielle, et éviter ces écueils-là sur une échelle industrielle qui est de grosse capacité, avec des investissements déjà beaucoup plus importants. La troisième voie qu'on peut mentionner, donc c'est la voie alcool to jet, qui va faire l'objet, là, on va dire, vraiment de quelque chose qui va être développé, donc pareil, à partir de résidus forestiers agricoles, par la voie biochimique pour faire de l'éthanol. Donc cette voie-là fonctionne par hydrolyse enzymatique et fermentation, dont l'objectif est d'aller récupérer les sucres contenus dans le bois. Oui, il y a des sucres dans le bois, on ne l'imagine pas quand on le voit comme ça. Et on va faire une fermentation pour justement produire de l'éthanol. Et donc ça, c'est l'objet vraiment de la partie développement qui a été effectuée dans le cadre du projet Futurol, donc, qui a fait l'objet également d'une unité de démonstration pour démontrer la faisabilité à grande échelle ou l'échelle pré-industrielle de la production d'éthanol à partir de résidus agricoles et forestiers.
Combiné à des procédés, on va dire, matures, on est en capacité de transformer cet éthanol en kérosène, donc du coup en biocarburant avancé, en kérosène avancé, par des voies, on va dire, conventionnelles qui sont issues du domaine du raffinage. La dernière voie, et qui est la voie qui est le sous-mandat d'incorporation des SAF, donc la voie e-fuel, qui est une voie aujourd'hui un peu en rupture pour une partie de la chaîne technologique, mais qui fait appel à la même étape de production de carburant final, qui est la synthèse Fischer-Tropsch, qu'on a déjà rencontrée dans la partie biocarburant. Donc cette voie e-fuel, qui est extrêmement dépendante de deux entrants, le CO2, donc où est l'origine du CO2, donc ça c'est un débat, et la partie hydrogène également, avec la production d'électricité associée. Et c'est là où on revient sur la partie hydrogène du biocarburant avancé par la voie BTL, où justement il y a peut-être une symbiose qui va arriver entre le BTL et les e-fuels, qui vont être des niveaux de maturité un peu différents, et incorporer dès maintenant de l'hydrogène finalement produit par la voie électricité décarbonée, de façon à, quelque part, déjà incorporer de l'hydrogène vert en l'attachant à un atome de carbone. Et donc, on augmente la quantité de SAF par la voie BTL qui va être introduite. On va maximiser le carbone biogénique, donc le carbone de la ressource linocellulosique qui est très important, qui vaut cher. Et on peut déjà mettre de l'hydrogène décarboné dans les avions. Donc ça a quand même un sens, un double sens de cette voie IBTL qui permet de trouver une bonne combinaison entre l'électricité bas carbone et la ressource linocellulosique. Donc toutes ces voies ont été développées. Dernier petit point, c'est j'ai dit que les technologies étaient matures, que les procédés étaient développés, mais on ne s'arrête pas là, bien évidemment. On a aujourd'hui des procédés, des enjeux industriels qui vont commencer. On doit avancer aussi sur accompagner ces projets industriels et l'innovation continue. Donc on est aussi dans cette partie-là de innover en permanence pour apporter les meilleures solutions technologiques aux projets. On est dans la capacité de renouveler les catalyseurs, d'améliorer les procédés, et c'est tous les travaux qu'on continue de mener à IFP Énergie Nouvelle. Merci François, merci Jean-Philippe. Alors pour assurer le déploiement des SAF, c'est le sujet maintenant, on a besoin de fondamentaux, on a besoin de plusieurs fondamentaux. D'abord, et Jean-Philippe en a parlé, des technologies robustes et démontrées pour produire les SAF certifiés à STM D7566. On a besoin de sites industriels pour accueillir les projets, évidemment, des sites à faire évoluer ou à reconvertir. On a besoin de ressources. On sait, c'est important, la ressource fiable et disponible. Alors quand je dis ressources, j'entends biomasse lignocellulosique, j'entends huiles usagées, les déchets urbains et l'électricité bas carbone. On a besoin d'un cadre réglementaire et d'une fiscalité stable dans le temps, important. Et enfin, et c'est important aussi, un écosystème d'industriels forts constituant la filière et avec tous les acteurs. Hein. J'entends bien tous les acteurs, les producteurs d'intrants, les technos, les EPC, les développeurs de projets, les producteurs, les opérateurs, les financiers, les pouvoirs publics, évidemment, les motoristes et bien sûr les compagnies aériennes. Alors je suis assez rassuré quand je vois le parterre d'invités, là, François, cette matinale. On est plutôt pas mal. Reste évidemment la barrière des investissements. On le sait, ces premières industrielles sont risquées. Ça nécessite des capex de niveau élevé, voire très élevé. On a des TRI relativement moyens, en tout cas au vu de certains investisseurs, ce que je peux comprendre. Bon. Maintenant, voilà, j'ai envie de dire qu'on a... C'est vraiment ce pourquoi on a besoin d'une filière française forte, avec l'aide des pouvoirs publics à l'investissement, et aussi pour permettre finalement un partenariat solide, hein, qui va vraiment autour de la filière et à tous les niveaux. Alors je pense aux producteurs d'intrants, aux compagnies aériennes, pour qui voilà, les contrats de supply, les contrats d'off-take, c'est évidemment nécessaire, mais je pose la question, est-ce que c'est suffisant ? Je pense vraiment que les acteurs de la filière doivent s'engager financièrement
pour porter ces premiers industriels et accélérer le développement. On a besoin d'aller vite maintenant. On peut aussi se poser la question d'un partenariat public-privé. Voilà. Est-ce que ça pourrait peut-être faire aussi avancer ou déverrouiller l'aide à l'investissement. Un sujet aussi que je voulais aborder maintenant avec vous, c'est celui de la neutralité technologique. À mon sens, on ne peut pas, on ne doit pas opposer aujourd'hui les solutions. On a des objectifs de décarbonation de la filière aérienne avec les SAF extrêmement ambitieux, on le sait. On parle de centaines de millions de tonnes au niveau mondial, en 2050, si on veut décarboner l'ensemble de la filière. Donc c'est colossal. Donc on a vraiment besoin de toutes les solutions. Les options technologiques sont nécessaires et complémentaires. Et j'entends, on l'a dit tout à l'heure, l'ATJ, donc l'alcool to jet, la voie Fischer-Tropsch, le méthanol, le BTL, les IBTL, les HVO, bien sûr les e-fuels, l'éthanol conventionnel, mais l'éthanol avancé, les carburants de synthèse. Voilà, on a besoin de tous ces projets. Et j'ai envie de dire, déployons ces projets sur le territoire, des projets de biocarburants, des projets de carburants de synthèse en parallèle. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Ça a le double avantage finalement. On va optimiser la ressource, donc la biomasse pour les biocarburants et puis l'électricité bas carbone pour les e-fuels. Et aussi, on va bénéficier des REX, des retours d'expérience sur les technos mobilisés pour ces projets. On sait qu'ils sont complémentaires. Alors, il ne vous aura pas échappé qu'on est dans un contexte extrêmement concurrentiel. On l'a mentionné. On pense tous évidemment aux US. Ils ont mis en place un soutien financier massif pour leur écosystème industriel. On les voit déjà en Europe, on les voit en France. Alors, on doit réagir, nous devons réagir, la France, l'Europe. Clairement, un déploiement de solutions technologiques pour produire des SAF qui seraient supportées par les pouvoirs publics, qui se verraient entravés par une offre américaine, qui aurait bénéficié de l'IRA. Moi, à titre personnel, je trouve ça un peu fou. Donc, j'ose dire, moi, je crois en l'équipe de France. On a des idées, on a des compétences, on a cette volonté de réindustrialiser le pays. Donc, écoutez, ensemble, engageons-nous rapidement pour dérisquer ces investissements et puis pour accélérer le déploiement de ces projets industriels sur le territoire. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps, François, mais je voudrais en profiter aussi quand même pour remercier tous nos partenaires et nos clients, et notamment, je pense à Elise Energy, qui porte notre projet commun Beauty Jet pour les SAF dans le sud-ouest de la France avec la technologie Beauty Fuel. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous avez bien souligné les enjeux technologiques, industriels et de financement et de réglementation, une réglementation stable pour dérisquer les investissements, un soutien public compétitif par rapport à ce qui se fait aux États-Unis. Donc on voit tous ces défis qu'on a à affronter collectivement pour créer cette filière compétitive française. Mais poursuivons notre analyse de la chaîne de valeur. Maintenant que nous avons compris les ambitions côté production de carburants durables, qu'en est-il de son utilisation? Et dans un premier temps, qu'en est-il de l'avion lui-même? Voilà. Alors, quel rôle les avionneurs sont-ils prêts à jouer pour faire émerger l'ensemble de la filière? Alors, pour ça, on a Steven Lemoingue qui va parler au nom d'Airbus. Bonjour à tous et tout d'abord merci à l'IFPEN pour l'organisation de cette matinale et de nous donner à tous l'opportunité de nous exprimer sur ce sujet. Je commencerai d'abord par, très rapidement, je dirais, répéter et paraphraser ce qui a été dit par beaucoup des intervenants ce matin concernant l'ambition de décarbonation portée par l'industrie entière aéronautique, donc qui d'abord a été formulée par des associations industrielles telles que la TAG,
Et comme le disait Nora, dès fin 2022, une étape importante aussi, puisque ces ambitions à horizon 2050 ont été donc, je dirais, entérinées au niveau OACI. L'aspect important, c'est que là, vous ajoutez une couche, je dirais, au niveau des pays, c'est-à-dire c'est une appropriation de ces ambitions au niveau international. Donc, ce n'est plus uniquement l'aviation qui porte cette ambition, mais c'est également donc, les pays. Tout cela devant s'inscrire, bien entendu, dans des ambitions globales de décarbonation, pas uniquement de ce secteur, hein, mais d'économie, de mix énergétique, etc. Donc, ça prend tout son sens dans cette approche-là. Et pour ça, donc, Airbus ainsi que différents acteurs, les autres constructeurs, les motoristes, ont fortement soutenu la mise en place de ces roadmaps, de ces trajectoires de décarbonation. Donc, qui sont importantes parce que quand vous devez porter un message vers les autorités publiques, donc vous arrivez avec une proposition de solution, de scénario, d'ambition, donc en montrant que vous êtes prêt à vous engager sur différentes solutions. Également, comme il a été rappelé, hein, les carburants d'aviation durable donc, seront certainement une part importante pour atteindre cet objectif de décarbonation. Mais effectivement, il y aura d'autres contributions comme le renouvellement de flotte, l'optimisation des opérations, que ce soit sol ou vol, ainsi que des technologies disruptives autour, par exemple, de l'hydrogène. Donc, qu'est-ce qu'un constructeur comme Airbus, donc au-delà d'avoir contribué à la construction de ces roadmaps, fait sur les carburants d'aviation durable? Eh bien déjà, ce n'est pas un sujet nouveau sur Airbus, puisque depuis plusieurs décades, en fait, nous sommes déjà impliqués sur l'aspect approbation de ces carburants, donc s'assurer que la synthétisation de ces molécules puisse être utilisée de manière transparente. Donc, Nora, tu utilisais le terme de drop-in, mais donc arriver à cet objectif-là sur tous nos produits. Donc, c'est avec une participation notamment à un organisme de standardisation américain, donc, où tous les constructeurs, les motoristes, des autorités de certification telles que la FAA et le EASA aussi contribuent afin de s'assurer que, en termes de comportement et de performance, ces nouvelles filières donc, puissent être utilisées de manière transparente. Donc on dit transparente, c'est sans modification du moteur, sans modification de l'avion, sans impact sur les opérations, ni la sécurité, ni sur la maintenance. Donc effectivement, si on s'arrête là, on a une solution parfaite, on l'utilise de suite. Je dirais, il n'y a plus qu'à. Mais derrière ce « il n'y a plus qu'à », il y a quand même pas mal de choses encore à traiter. Et pour ça, effectivement, et le panel illustre très bien, en fait, l'industrie, en tout cas aéronautique, s'est très vite rendu compte que toute seule, elle n'arrivera pas à mettre en place cette filière-là. Donc nous avons besoin de tous les acteurs de la chaîne de valeur, donc depuis la production, et tu parlais même plus en amont, je dirais, même au niveau des ressources renouvelables, au sens large, hein, donc qu'elles soient biomasse ou énergétiques. Et on a besoin également même des aéroports hein, qui doivent participer à cette contribution et des utilisateurs finaux. Donc tout cet écosystème doit être aligné autour de la même ambition. Je pense que c'est maintenant a priori chose faite, non seulement au niveau français, mais aussi au niveau global. Il y a quand même des signes d'engagement, que ce soit au niveau des airlines, avec de nombreuses airlines qui ont des ambitions d'utilisation de SAF autour des 10% en 2030. Ce n'est pas encore tous les airlines, mais c'est une bonne partie des airlines, en tout cas celles qui sont les plus motrices. On voit effectivement des acteurs émergents côté production se positionner sur des nouvelles technologies et sur différentes technologies. Donc effectivement, moi je supporte tout à fait l'approche sur la notion de neutralité technologique. D'autant plus qu'on voit un petit peu apparaître, alors je ne sais pas si on peut le qualifier de paradoxe, mais l'aviation en tant qu'industrie globale préfère toujours l'harmonisation des règles communes plutôt qu'une fragmentation des réglementations. Or, avec les SAF, on pressent quand même potentiellement des notions de régionalisation qui peuvent arriver, ne serait-ce qu'au niveau des ressources auxquelles on pourra faire appel dans différentes régions. Du coup, qui vont peut-être plus ou moins piloter l'apparition de certaines technologies. Donc ça,
je pense que ça va être compliqué d'éviter cela, mais c'est à partir du moment où on arrive sur le produit final qui est utilisable sur les avions, là, on n'a pas de souci. Donc finalement, c'est pas si problématique que ça, à part que ça nécessite d'adapter parfois certains écosystèmes pour telle ou telle solution technologique. Par contre, là où il faut qu'on fasse très attention, ça a été abordé par rapport aux questions de sustainability, de durabilité, pardon, en anglais, excusez-moi. Il faut effectivement s'assurer que les avions étant opérés, comme il a été rappelé, pas uniquement au sein d'un pays, mais au niveau international, il faudra être capable d'avoir ces cadrages autour de la durabilité qui soient communément acceptés. Donc, l'OACI fait beaucoup de travail dans ce sens-là. La conférence, comme tu l'as annoncé, qui aura lieu fin de cette année, devra également permettre de renforcer cette approche globale au niveau des critères de durabilité. L'Europe a pris de l'avance aussi sur ces critères de durabilité, propose un schéma. Donc c'est déjà effectivement essentiel au niveau européen de fonctionner dans ce cadre-là. Mais donc on a besoin quand même de ces harmonisations au niveau global. Airbus également sur les aspects, donc je vais parler qu'on s'occupait beaucoup de la qualification de ces fuels-là pour s'assurer qu'ils seront utilisables sur nos avions. On travaille également à l'étape suivante qui va être de s'assurer de la possibilité d'aller au-delà de la limite actuelle de pourcentage de mélange qui est de 50% pour certaines filières et de viser donc une utilisation à 100% de SAF, donc cette fois-ci plus de mélange de composants synthétiques avec du fossile, mais uniquement les composants synthétiques. Donc c'est également un travail que nous menons sur nos avions d'essai avec des tests réguliers, avec différents types de carburants, mais encore une fois au niveau de l'organisme de normalisation américain qui s'appelle ASTM. Donc c'est quelque chose... alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a très peu de carburants d'aviation durable sur le marché, donc on pourrait se dire pourquoi déjà commencer à regarder ça. Mais ce sont des choses qui ont besoin d'un certain temps pour se mettre en place. Quant à je dirais, l'existence d'un marché ou la création d'un marché SAF, ce que nous portons comme message, c'est la nécessité d'accélérer cette mise en place du marché. Nous voyons que des objectifs qui soient, je dirais, matérialisés autour d'ambition. Hein. Aux États-Unis, il n'y a pas de mandat, mais il y a une ambition de viser 10% d'introduction de SAF dès 2030. En Europe, il y a donc 6% qui sont visés dès 2030. Des discussions en Angleterre autour de 10%, des ambitions aussi au niveau Japon de 10% en 2030. L'Inde commence à parler d'un mandat. L'Australie est très intéressée pour répliquer ce qui se passe en Angleterre. Donc on voit que les ambitions se matérialisent sur une échelle, je dirais, 2030 qui est très court terme, hein, parce que c'est quasiment demain. Et connaissant, mais là je parle sous le contrôle de nos spécialistes en technologie, connaissant le temps qu'il faut si on part, je dirais, d'un greenfield pour construire une nouvelle usine, entre 4 et 6 ans, hein, je pense, avant que cette usine puisse... 6 ans plutôt, tu me dis non, 6 ans pour que cette usine commence à produire. Donc si on veut, au niveau européen, au niveau français et au niveau mondial, avoir les capacités de production qui devront être mises en face pour atteindre les ambitions de 2030, il faut donc que dès 2024 ou un peu avant, demain, tous les projets soient identifiés et lancés. Donc on comprend l'urgence de la mobilisation. Et cette urgence-là et l'importance de cette solution-là, Airbus a également renforcé cette volonté de s'y atteler. Début de cette année, en février, on a eu nos ambitions de décarbonation à travers le schéma SBTI. SBTI, c'est Science Based Target Initiative, donc qui ont été approuvés. Donc ces ambitions de décarbonation couvrent notre scope 1 et 2 et notre scope 3. Donc sachant que notre scope 3, c'est-à-dire le carbone utilisé par les airlines, c'est la très grosse majorité de nos émissions. Donc on s'est engagé sur des réductions d'émissions d'intensité de CO2 à horizon 2035 de 46%, comparé à 2015.
Donc là, on voit que c'est un fort engagement d'Airbus parce que ça concerne donc des consommations. Alors, pour réduire ces émissions de CO2, il y aura bien sûr du renouvellement de flotte, mais il y aura aussi une forte contribution du carburant d'aviation durable. Donc là, on voit qu'on porte un fort engagement, parce que ce n'est pas du carburant que nous allons consommer, mais ça veut dire qu'Airbus doit tout faire pour qu'il y ait un développement de ce marché rapide et consistant au niveau global. Alors pour ça, et on parlait de la manière justement de supporter cette émergence et de la question des investissements, Airbus à lui seul n'a pas les moyens de soutenir l'émergence d'un marché global. Par contre, on est convaincu qu'à travers différents leviers, notamment ponctuellement sur certains projets et surtout sur le soutien, je dirais en phase amont, avant les phases finales d'investissement, là où le plus gros CAPEX, je dirais, investissement CAPEX est requis quand on parle de centaines de millions, voire des milliards d'euros en fonction de la technologie et de la taille de l'usine. Donc avant cette phase-là, il y a toute une phase dans la vie du projet. Vous démarrez de l'étude de faisabilité et vous passez différentes étapes avec, je dirais, des tickets d'investissement qui vont commencer en dessous, autour de quelques millions d'euros pour finir à 40-60 millions d'euros. Donc il y a toute cette phase-là où c'est compliqué d'attirer des gros investisseurs, où il peut être important pour des consortiums, on parlait de regrouper les acteurs, où là justement ça peut être un rôle pour certains consortiums, donc regroupant des compagnies aériennes, des aéroports, des constructeurs et les différents acteurs, d'intervenir sur ces phases-là qui permettent au projet d'avancer, de passer les étapes importantes. À titre d'illustration, et pour finir mon intervention, c'est typiquement ce que nous avons décidé d'entamer en Australie, conjointement avec Qantas, où nous avons décidé de co-investir 200 millions de dollars australiens sur des projets apparaissant en Australie. Voilà. Merci beaucoup. Et on voit l'engagement d'Airbus dans cette aventure. Donc maintenant, rêvons un peu. Les réglementations sont là, sont stables surtout. La fiscalité est connue, les producteurs sont prêts, les infrastructures sont disponibles, les carburants durables sont incorporables, voilà, drop-in. Et puis les avions ont les performances requises. Airbus a sorti son Neo, qui permet encore 20% d'amélioration des émissions de CO2. Et alors maintenant, on arrive au bout de la chaîne. Qu'en est-il des compagnies aériennes? Reste-t-il encore des barrières à lever pour que vous vous engagiez à acheter, utiliser ces carburants durables? Donc, je laisse la parole à Fabrice Magard pour faire notre dernière intervention. Merci beaucoup. Pas très facile de faire la dernière intervention après les différents inputs qui ont été partagés par les précédents collègues. Donc, je vais essayer de ne pas répéter, mais plutôt donner le point de vue d'une compagnie aérienne sans focaliser nécessairement sur la vision Cargolux, mais plutôt sur le secteur aérien dans son ensemble. J'ai pris quelques notes pendant les interventions et notamment un point qui est revenu à plusieurs reprises, c'est qu'on parle d'investissements colossaux en termes de mobilisation de CAPEX avec des rentabilités faibles et non garanties, long terme. Donc finalement, la nécessité de dérisquer les projets. Alors, dérisquer, c'est un peu à l'antinomie de la culture d'une compagnie aérienne, puisque le risque dans une compagnie aérienne, c'est tout ce qu'on essaye de fuir au maximum. Le risque, c'est intimement lié à tout ce qui est sécurité, et la sécurité étant la priorité, bien évidemment, on préfère voir les avions dans le ciel plutôt que tomber du ciel. Donc le risque, c'est ce qu'on évite absolument. Et c'est inhérent à la culture d'une compagnie aérienne, dont le secteur est d'ailleurs extrêmement réglementé, normé dans les moindres détails. Changer un boulon sur un avion, pas le collègue d'Airbus qui me contredira. Non, j'ai fait un lapsus, j'expliquerai après pourquoi. Qui contredira le fait que même pour changer un boulon, c'est extrêmement compliqué. Donc venir voir une compagnie aérienne pour dérisquer un projet, c'est a priori contre nature, et donc il faut aborder peut-être de manière un petit peu différente le sujet. L'autre point, on a parlé de l'objectif de neutralité à 2050.
en l'associant aux durées d'investissement. Donc on est sur des projets industriels qui, on l'a dit tout à l'heure, nécessitent des phases d'implémentation de 4, 5, 6 ans. Bon, plutôt sur des, sans être pessimiste, sur des durées pour être raisonnables d'une dizaine d'années. Si on associe à ça les temps de développement antérieurs pour avoir les technologies, on rajoute 10 ans. À 2050, ça nous laisse 25 ans. Donc on a déjà mangé un tiers du temps qui nous reste pour atteindre les objectifs. Donc on a une urgence à agir. Et une problématique aussi sur les volumes. En introduction, on a mentionné tout à l'heure la croissance. Alors la croissance, c'est très bien, ça fait plaisir à tout le monde. Il faut voir aussi que la croissance, ça génère une problématique supplémentaire dans notre gestion des émissions de CO2. Toutes les technologies dont on parle ont pour visée d'améliorer finalement l'efficacité énergétique. Donc c'est de réduire les émissions de CO2 par tonne de produits ou de passagers par kilomètre parcouru. Mais si l'efficacité énergétique augmente moins vite que la croissance, on n'a rien gagné et les émissions de CO2 continuent à progresser. Donc, on rajoute une difficulté au problème qu'il ne faut pas ignorer. Juste pour donner aussi un point de vue concernant les ordres de grandeur de ce qu'on a évoqué. Alors, je vais prendre l'exemple que je connais le mieux, celui de Cargolux, mais qui est tout à fait transposable à d'autres compagnies. Tout à l'heure, vous nous avez mentionné sur les kérosènes, 30% de coût d'OPEX. Pour une compagnie qui fait que du transport cargo, c'est bien supérieur encore, bien supérieur à ces niveaux-là. Concernant les consommations de SAF, si on regarde une compagnie comme Cargolux qui opère une trentaine, 30 exactement, voilà, j'en suis désolé pour le collègue, mais Boeing, d'où mon commentaire tout à l'heure, des 747, donc des gros porteurs, vous avez déjà sans doute vu dans les vidéos avec le nez à l'avant là, qui se lève. On consomme en gros, avec une flotte dimensionnée sur 30 appareils, 1,5 million de tonnes de kérosène par an, ce qui en termes d'émissions de CO2 avec un facteur 3 représente 4,5 millions de tonnes de CO2 émises par an. Si on devait remplacer une tonne de kérosène par une tonne de SAF, à supposer que ces tonnes soient disponibles immédiatement, on a un surcoût de l'ordre de 2000 à 3000 euros par tonne de kérosène, de surcoût, pas de coût, de surcoût sur les OPEX, ce qui, sur les volumes que j'ai indiqués tout à l'heure, amène à un surcoût de l'ordre de quelques milliards, aux alentours de 4 milliards de surcoût. Donc même dans une compagnie comme Cargolux qui a fait des bons résultats l'an dernier avec un bénéfice de 1,5 milliard d'euros, les 4,5, on ne sait pas les absorber. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a les clients derrière qui peuvent aussi contribuer. Donc on a parlé de la nécessité d'avoir tous les acteurs dans la chaîne contribuant à la résolution du problème. Aujourd'hui, les clients sont très demandeurs de SAF, en veulent, sont prêts à le prendre. Le seul problème, c'est qu'ils ne veulent pas le payer. Donc, il faut quand même le prendre en charge. À ce titre-là, aujourd'hui, nous, depuis maintenant 3 ans qu'on utilise et qu'on consomme progressivement de plus en plus de SAF, dans des volumes qui ne sont encore pas à la hauteur de ce qu'on doit faire pour être à 2050. Donc, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Néanmoins, sur ces volumes-là, on voit qu'il y en a moins de la moitié que les clients sont prêts, sur lesquels ils sont prêts à contribuer d'une manière financière. Bon. Quand on regarde aussi les technologies, pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, les projets qui sont annoncés, aujourd'hui on est sur des projets dont les dimensionnements sont aux alentours de 50 à 100 000 tonnes par an de biocarburants. Si vous faites le ratio par rapport aux 1,5 million de tonnes de kérosène qu'une société comme Cargolux, qui est qu'une petite goutte d'eau dans l'océan des compagnies aériennes, consomme par an, ça veut dire qu'on a besoin déjà d'une quinzaine de projets 100% dédiés. Pour nous, en sachant que ces projets, en termes de CAPEX, on est sur des volumes entre 500 à 1 milliard, bon, restons sur une fourchette plutôt modeste, mais même à 500 millions d'euros par projet. Je vous laisse faire le calcul, on est là encore dans un coût significatif. Bon, ce n'est pas une raison pour ne rien faire, au contraire. Il faut s'engager au plus vite et au maximum sur ces projets. Cargolux s'est d'ailleurs engagé sur 2 projets récemment, dont un avec Axens et IFPEN. Un point encore pour... Je regarde le chronomètre, je suis encore dans le temps. Concernant les freins au partenariat, et là je voudrais partager un point de vue un peu
personnel, étant dans l'aérien depuis relativement récemment, 3 ans, et donc par rapport à d'autres qui sont ici, fait pas de moi un expert dans les SAF, loin de là. Mais 20 ans précédemment dans l'industrie manufacturière et lourde, sidérurgie pour ne pas la nommer, qui est peut-être plus proche de l'industrie pétrolière, qui est aussi une industrie productrice. Il y a quand même un certain nombre de freins que je perçois avec toute ma subjectivité, donc à prendre avec ce qu'ils valent, qui sont des freins d'origine culturelle. Je l'ai mentionné tout à l'heure, les compagnies aériennes sont finalement des transporteurs, des prestataires de services, qu'on transporte des passagers et ou du cargo. On ne construit rien. Donc la culture de construire une usine, on ne l'a pas. On ne sait pas ce que ça veut dire que de construire une usine. On n'a pas cette expérience-là. Et donc, c'est des projets qui font d'autant plus peur qu'on n'a pas ce bagage. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? La première chose, c'est s'éduquer. Parce que les compagnies aériennes doivent gagner à s'éduquer sur ce que sont ces projets industriels, sur les technologies, en se renseignant, en participant à des colloques, à des groupes de travail, en rencontrant les ingénieurs qui développent les technologies. Il faut faire cette démarche de culture, d'éducation. Encore une fois, les compagnies aériennes sont des gros consommateurs de fuel. Ils focalisent beaucoup sur l'off-take. L'off-take, c'est différent de construire l'usine qui permet de faire l'off-take. Hein, c'est pas parce que nous tous, dans cette salle, on fait le plein une ou plusieurs fois par semaine, qu'on est des experts en production d'essence. Bon, donc il y a un gap qu'il faut pas négliger. Le deuxième facteur, il est plutôt du côté des industriels, où on doit aussi développer une discipline de transparence et d'honnêteté sur ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, ce sont des projets qui, par nature, sont risqués. Donc, si vous allez voir une compagnie aérienne en disant « j'ai un très gros projet, mais je ne sais pas si il va rentrer en service dans les temps, si la qualité sera au point, et le prix, bon, on verra le moment venu. Est-ce que ça vous intéresse en sachant que ça va coûter très cher? Et je ne vous donne aucune garantie. » Bon. C'est sûr qu'attirer des projets avec un discours de ce type, ce n'est pas le plus évident. Néanmoins, c'est ce qui est le plus proche de la réalité. Alors, avoir des risques, ce n'est pas un problème en soi. Je dirais que c'est même le début de la solution, puisqu'une fois qu'on a identifié les risques, on peut commencer à identifier les possibilités de mitiger et de contrôler ces risques. Ce qu'on constate, et j'ai fait ce constat aussi avec d'autres compagnies aériennes en discutant d'un certain nombre de projets, et d'ailleurs pas seulement en Europe, mais aux États-Unis aussi, c'est que les apporteurs de projets cherchent à vendre des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Quand on vous présente un terrain vide, en vous disant, voilà, regardez là-bas, dans 1 an, il y aura une usine qui sera debout et qui va vous délivrer 100 000 tonnes de SAF, signez juste en bas du papier, donnez-moi en amont un paiement, vous vous engagez sur un take or pay, sur un off-take, et puis on verra bien. Bon, on peut le faire. Il y a peut-être certaines personnes qui ont la crédulité de penser que ça peut fonctionner et rentrent dans ces projets-là. Néanmoins, tôt ou tard, l'ensemble du secteur va perdre. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, si on veut rentrer dans une voie d'industrialisation et de développement des capacités de production, il n'y a qu'une alternative. Je crois que c'est le collègue d'Airbus qui l'a mentionné tout à l'heure. Il faut se regrouper. Donc on n'a pas d'autre choix que de se regrouper, mais pour se regrouper, il faut se respecter, il faut être transparent, se dire les choses et ne pas avoir peur d'y être confronté. Le troisième et dernier point, qui est la conséquence des deux précédents, pour moi, c'est un point aussi d'attention, c'est le greenwashing. On parle beaucoup du greenwashing. Si on cumule les éléments que je mentionnais tout à l'heure, qui est à la fois la crédulité des compagnies aériennes, l'optimisme des industriels, le marketing des leveurs de fonds, plus une bonne dose de communication, tout ça, ça donne un mélange de déception à la fin. Donc il faut qu'on n'ait pas peur de se dire les choses, de parler, et à chaque solution, il y a un problème. Encore faut-il identifier le problème et être prêt à en discuter. Voilà. Merci pour cette intervention très pragmatique.
Donc, ça nous donne bien le point de vue d'une compagnie aérienne confrontée à cet usage des SAF. Et avec cette intervention, bien, on a terminé cette première heure de notre rendez-vous. Donc, beaucoup d'informations ont été partagées. Hein, on l'a eu tout au long de cette première heure. Le regroupement des acteurs publics, privés, de façon concertée. Hein, on appelle à la formation de consortiums, de travailler en coopération avec transparence, de positionnement concurrentiel hein, par rapport aux États-Unis, de l'urgence du déploiement de cette filière. Finalement, c'est bien ce qu'on disait au tout début de ce rendez-vous. C'est un défi à relever en une dizaine d'années. Hein. Quand on parle de 10% d'incorporation, ça représente des dizaines de millions de tonnes. Hein. Donc, c'est tout de suite l'échelle industrielle. Donc, développer une offre industrielle en ce laps de temps, c'est un réel défi. Et puis, on n'a pas beaucoup évoqué les choses, mais il y a aussi obtenir l'adhésion de la société. Vraisemblablement, c'est aussi un des éléments de succès en fait, du développement de ces solutions. Donc, c'était éclairant. Je vous remercie de vos interventions. Je crois qu'on peut applaudir nos intervenants. Et donc, c'est maintenant le moment des questions-réponses. Donc, on a eu quelques questions en ligne. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, monsieur. Est-ce qu'on peut passer un micro? Alors vous présentez et puis vous posez votre question. Vous dites aussi à qui elle est adressée. Peut-être qu'elle est adressée à l'ensemble. Bonjour, alors, Selim Sharif. Je fais partie d'une boîte de leasing d'avions. Donc un secteur, à mon avis, il n'y a pas grand monde ici qui travaille dans ce secteur-là. Du coup, en fait, j'ai une question justement assez spécifique à l'audience ici parce qu'on remarque dans d'autres régions en Europe, comme l'Irlande ou les Pays-Bas, tout le secteur financier de l'aéronautique, incluant les lessors, sont partie prenante dans tous ces projets-là. Et je voulais savoir, est-ce que vous aviez intégré au moins la possibilité qu'il y avait des secteurs comme la finance, qui pouvaient, du leasing d'avion, qui pouvaient supporter ces projets-là et est-ce que vous avez pensé qu'il y pouvait un écosystème qui pouvait se créer aussi autour de ça? On représente quand même 60% de la flotte mondiale en termes de propriété d'avions. Je sais que notre entreprise fait partie d'un groupe qui s'appelle Eli en Irlande, qui supporte un peu un lobbyiste irlandais qui supporte le SAF en Irlande. On voit qu'en Hollande, il y a beaucoup de choses qui se font avec les lessors et qui supportent Nesty, Sky Energy. Moi, je viens juste observateur. Qu'est-ce qui se passe en France et qu'est-ce qui peut être fait autour de ça? Vous avez des grosses banques qui sont aujourd'hui très actives dans le financement d'avions. Bon, j'en ai pas vu ici, enfin je les connais, mais ils sont pas là, je pense. Du coup, je voulais savoir ce que vous voulez dire par rapport à ça, parce que je pense que c'est un vrai acteur qui pourrait rentrer dans le projet global, l'écosystème dont vous parliez justement. Alors, un nouvel acteur dans ce consortium. Steven Lemoigne, peut-être, tu veux répondre? Oui, une première réaction et merci pour votre question. Donc, c'est vrai qu'au niveau Airbus, les lessors, on connaît bien et on travaille beaucoup avec eux. Et même en élargissant votre question, c'est effectivement quelque chose qu'on voit apparaître, je dirais, la contribution d'investisseurs de banques à travers la création soit de fonds d'investissement qui vont être dédiés au support du développement des SAF ou plus largement des technologies autour de la décarbonation. On peut citer le fonds tel que Breakthrough Energy Catalyst. De notre côté aussi, on réfléchit à structurer et à regrouper justement les acteurs du secteur aérien autour de fonds d'investissement. Donc c'est effectivement quelque chose qu'on a en tête.
Il faut aussi savoir qu'au niveau européen, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé pendant nos différentes interventions, pour supporter le déploiement des SAF en Europe, donc il y a une alliance, alors c'est la table ronde autour des, en français c'est compliqué à dire, des Low Carbon Fuel Aviation, c'est ça, bas carbone, voilà. Donc qui est constituée de différentes tables rondes autour du feedstock, autour des filières pour le maritime, pour l'aviation, et il y a une table ronde aussi dédiée au financement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, de plus en plus pris en compte et intégré dans les discussions et dans les structurations pour les approches au support à la filière. Et on parlait même au niveau global et de l'OACI. Il faut savoir que l'OACI s'est rapproché durant cette année de beaucoup d'organismes de financement internationaux pour justement les attirer dans ces actions de soutien au déploiement de filières. Donc, je n'ai pas plus d'exemples précis, mais effectivement... Là, vous parlez effectivement de private equity qui investissent dans les projets. Là, je parlais principalement de entre guillemets, subventionner le SAF auprès des compagnies aériennes. D'ailleurs, ce que vous disiez, oui, le coût était réellement pas important, qui pouvait être supporté en partie par les loueurs d'avions qui finalement facturent à la compagnie aérienne tous les mois des loyers et des réserves de maintenance et qui peuvent être intégrées. Donc dérisquer finalement par le produit final, le SAF, qui pourrait rassurer aussi les investisseurs dans les projets. Oui, ça peut être effectivement une option. Et Nora, je crois que tu voulais rebondir. Simplement pour dire qu'effectivement, le financement, c'est un axe vraiment structurant sur lequel on travaille. On a un sous-groupe de travail qui vient d'être lancé au niveau national, où on a des fonds d'investissement, des grandes banques publiques aussi, pour essayer de travailler sur une matrice de risque commune. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pensé, en tout cas au niveau national, à cet acteur-là. Le leasing et les loueurs d'avions, donc ça peut, la contribution est la bienvenue. Juste précision, c'est parce qu'il n'y en a aucun en France de loueurs d'avions, mais juste pour préciser qu'il y a un écosystème qui doit être aussi, et les liens doivent être créés là, parce qu'en fait c'est une concurrence entre c'est clair. Mais on va passer à un autre point peut-être. Donc merci pour cette question et puis pour vos réponses. Il y a plusieurs questions qui portent sur le surcoût. Le surcoût des SAF, y compris aussi des éléments dans la chaîne de production, des coproduits qui pourraient être valorisés ailleurs. Donc c'est peut-être à prendre en compte dans une équation économique. Comment vous voyez l'évolution de ce surcoût? On parlait de $3 000 la tonne de surcoût, donc ce qui, en termes de CO2, de valorisation du CO2, d'un CO2 grosso modo à $1 000 la tonne. Hein. Donc, comment vous voyez ces évolutions de surcoût dans les années à venir, liées à une massification, liées à des améliorations de performance? Frédéric, peut-être vous pourriez nous éclairer là-dessus? Oui, ça va évidemment avec le temps, avec la massification, ce surcoût va baisser, mais ce surcoût, en fait, aujourd'hui, c'est aussi c'est ce qu'on paye pour le CO2 évité, finalement. Donc, c'est quelque part, on dit oui, c'est plus cher que le fossile. Bah oui, c'est plus cher que le fossile parce qu'on évite du CO2, justement. Mais évidemment, avec le temps, et c'est un peu toutes les premiers industriels, on le sait, les premières technologies qu'on va démontrer à l'échelle, avec le temps, évidemment, les coûts se réduisent. Mais les premières sont toujours beaucoup plus chères, on le sait. Ok, merci. Est-ce que d'autres veulent intervenir? Je peux juste compléter un point. Jean-Philippe. On a parlé beaucoup de technologie, on a un peu évoqué la ressource, mais le coût de la ressource, c'est une part importante aussi du coût de production finale. On connaît le potentiel de ressources qu'on a sur le territoire français et européen, mais la structure aujourd'hui, la filière de récupération de cette ressource-là n'est pas vraiment établie. Et donc, on pense aussi que ça sera une part importante de l'équation pour réduire le coût de production finale, justement d'avoir cette structure qui va se mettre en place, qui va permettre de valoriser aussi des emplois au niveau local et qui va permettre de réduire le coût de production. Des fois, quand on a parlé des États-Unis, quand on fait le benchmark du prix de la biomasse entre les États-Unis et l'Europe, il y a des coûts importants. Alors, certes, il peut y avoir des différences au niveau de
la culture ou la récupération de la biomasse, mais la filière est déjà plus structurée, on va dire peut-être sur le territoire nord-américain. Et donc il y a des choses à aller chercher aussi sur cette partie-là. Il y a la techno qui va gagner en maturité, qui va gagner en expérience, la learning curve comme on appelle, et il y a aussi tout ce qui est à côté, l'intégration avec des sites existants et la partie ressources. Alors, le mot a été prononcé, ressources. Il y a beaucoup de questions, vous imaginez, autour de cette question des ressources en biomasse, des arbitrages peut-être à faire entre différents secteurs utilisateurs de cette ressource. Comment vous voyez les choses du point de vue de l'utilisation de cette biomasse pour alimenter des carburants durables pour l'aviation? Est-ce qu'il y a un souci? Est-ce que c'est jouable? C'est une question qui est posée par nos auditeurs et donc je vous la transmets. Continue du coup sur la ressource. Oui. Donc on a vu, il y a des études qui ont montré qu'il y avait un potentiel ressource en France qui était important. Effectivement, aujourd'hui, il faut structurer la filière et puis quand on va développer des projets au niveau local, donc bien penser à la partie récupération au niveau local. Donc ça, c'est une partie importante. La ressource est présente au niveau, on va dire, carbone lignocellulosique. Deuxième point, c'est qu'on a mentionné tout à l'heure l'effet potentiel sur certaines filières, l'incorporation d'hydrogène. Et l'utilisation d'hydrogène bas carbone aussi, parce qu'on parle de ressources, on parle de ressources type biomasse lignocellulosique, mais aussi la ressource électrique pour fournir l'hydrogène aussi, c'est une partie importante. Mais en ajoutant cet hydrogène, on va quand même maximiser l'utilisation de la biomasse lignocellulosique sur le territoire, enfin sur le territoire, sur l'unité, et donc ça sera très important. Donc sur cette partie ressources, on pense qu'elle est disponible, et la mutualisation des différents entrants va permettre de faire les volumes nécessaires. Après, je voulais juste rajouter un point, opposer les filières, pourquoi ? Aujourd'hui, on est sur des procédés qui développent des produits qui peuvent adresser plusieurs marchés. On voit qu'il y a un coût de production, et si on arrive à fédérer pas que l'aviation, mais aussi les autres filières autour de cette thématique biocarburant avancé, on peut aussi faire des unités un petit peu plus grosses et faire aussi des unités qui adressent plusieurs marchés. Donc il ne faut pas oublier cette partie-là. La ressource est disponible pour l'aérien. Il y a une partie du produit qui pourra aller au terrestre, qui pourra aller à d'autres secteurs aussi. Il ne faut pas les opposer. Il faut, comme on a dit, mentionner, agglomérer un consortium avec tous les acteurs de l'aérien. Il faut peut-être aller aussi voir un petit peu plus large. Merci. Il y a une question dans la salle. Monsieur Dassa. Oui, merci beaucoup, François Dassa, EDF. Je me posais la question en vous écoutant, c'est quoi votre estimation de l'augmentation du prix d'un billet aérien avec les objectifs que vous avez cités en 2035, par exemple, sans parler de 2050, et l'implication sur le prix du fret et des cargos? Bon, ce que je comprends vaguement de ce qui a été dit, c'est que ça va être quand même plus quelque chose. Je ne sais pas, 10, 20, 30, 50, plus %. Et surtout, quelle va être l'implication sur la demande? Donc, on a dit que ça croissait de 2 à 3% par an, la demande de transport aérien. Est-ce que du coup, ce sera toujours vrai? Et est-ce que ça vous amène, vous, par exemple, Cargolux ou Airbus, à revoir vos estimations de demande d'avions, par exemple, ou de transport? Merci pour cette question. Alors, voilà, les interlocuteurs sont nommés. Oui, merci pour cette question. Ça reste effectivement toujours quelque chose que l'on doit considérer. C'est des choses qu'on considère dans nos scénarios, que ce soit en interne ou à travers les travaux qui ont été faits au niveau français dans l'article 301, d'avoir effectivement l'interaction entre cette demande et potentiellement une surcharge financière absorbée par le secteur. Juste en petite remarque, c'est que cette année, au niveau international, on est, en français, je n'ai pas le détail, mais au niveau international, en termes de trafic, on a à peu près rattraper les niveaux pré-pandémie, avec quand même des billets qui ont augmenté de manière significative. Donc c'est aussi toujours compliqué d'évaluer quelle peut être aussi l'augmentation de la demande liée à ce surcoût ticket. Voilà.
Mais effectivement. Alors effectivement, il y a un fort effet prix qui apparaît clairement à partir de 2035, puisqu'on est à 20% d'incorporation. Donc, il y a un exercice qui a été fait dans le cadre de la feuille de route décarbonation du secteur, article 301, où on a une première estimation qui est faite de l'élasticité prix, qui, comme le disait mon collègue, n'est pas évidente à estimer en fait, mais il y a un premier exercice qui a été fait. Effectivement, c'est une mesure, l'effet prix du fait de la suppression des quotas gratuits historiques dans l'ETS, plus le prix des SAF qui vient se rajouter avec un pic en 2035, ça contribue à maîtriser le trafic, et les prévisions de trafic contenues dans la feuille de route sont inférieures aux prévisions de trafic classiques qui suivent finalement l'évolution du PIB à 2-3%. On est plus proche d'1%. Voilà, je vous invite, si vous voulez avoir des chiffres précis, voilà, je vous invite à consulter la feuille de route. Mais oui, il y a bien un effet prix sur le trafic qui a été étudié et pris en compte. Pour prolonger la question sur la croissance, la remarque de Fabrice Magard là, sur cette croissance supposée du trafic et les difficultés supplémentaires qu'elle entraîne, il y a une question qui fait intervenir aussi les aéroports. Je crois que c'est Steven qui a mentionné le rôle aussi des aéroports dans cette affaire-là. Et il y a une question qui est: comment voyez-vous la limitation du nombre de vols internationaux par l'aéroport d'Amsterdam pour, entre autres, limiter les émissions de GES? Donc c'est lié à la croissance du trafic, et visiblement, certains aéroports prendraient des dispositions par rapport à la limitation du trafic. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas? Alors, dans le cadre des discussions qu'on a au niveau gouvernemental sur les projections, stratégie nationale bas carbone, aux côtés du levier progrès technologique, SAF, opération, il y a le levier maîtrise de la demande, où il y a une certaine demande sociétale qui est pris en compte. Donc, c'est un levier qui est considéré et qui fait partie des questions qui seront examinées dans le cadre du projet de loi d'orientation pour la stratégie française pour l'énergie et le climat. Maintenant, il n'y a pas de plafonnement qui sont envisagés à l'heure actuelle, mais le chantier maîtrise de la demande est bien en cours et pris en compte par le gouvernement. Merci. Il y a une autre question dans la salle. Oui, bonjour. Jean-Philippe Buisson, également EDF. Nous travaillons à développer un projet sur une des différentes voies proposé, évoqué ce matin, un projet e-fuel avec Axens et IFPEN. Je crois qu'on a vu ce matin, vous avez beaucoup abordé le fait qu'il fallait une multiplicité de solutions techniques, qu'il fallait avoir finalement plusieurs fers au feu pour arriver à atteindre cet objectif in fine de millions de tonnes de SAF, que ces différentes technologies n'étaient pas toutes à un même niveau de maturité, n'étaient pas toutes à un même niveau de surcoût, quand on parlait de surcoût économique, que dans tous les cas, il y a des sujets d'entrants. Alors, dans un cas, c'est de la biomasse, y en aura-t-il assez, à quel prix? Dans l'autre cas, c'est l'électricité bas carbone, y en aura-t-il assez, à quel prix, etc. Donc, on voit qu'il va falloir peut-être, dans un premier temps, pour faire émerger cette filière, faire du sur-mesure. Et faire du sur-mesure, notamment en termes de soutien public ou de facilité d'accès ou d'approche, que ce soit par les financeurs, que ce soit par les off-takers, les compagnies aériennes, ou que ce soit par les pouvoirs publics dans les dispositifs de soutien à l'émergence de cette filière. Ma question, elle est peut-être plutôt pour vous, Madame Susbiel. Est-ce que vous pensez que dans le contexte à la fois réglementaire, le contexte de cadre des aides publiques, de cadre de la fiscalité, il y a moyen de faire du sur-mesure et de ne pas être totalement agnostique, ce qui peut amener in fine à privilégier la technologie la plus mature, la moins chère, immédiatement disponible, y compris par des solutions d'import. Donc c'est un élément qui peut être important aujourd'hui aussi pour analyser la faisabilité d'un projet. Y aura-t-il une place en fin de compte pour toutes ces technologies, et comment peut-on s'assurer qu'il y aura une place pour toutes ces technologies, au moins dans la phase d'émergence? Une question qui est une très bonne question. Qui n'est pas évidente à traiter. Effectivement, dans un monde idéal, on voudrait respecter une certaine neutralité technologique et pas mettre tous ces dans le même panier, et financer une certaine diversité de procédés, de recours à des matières premières diversifiées, etc., etc.
C'est bien la philosophie, en tout cas, qui a été portée voilà, par le gouvernement jusque-là. Maintenant, c'est vrai qu'on arrive dans une période où les finances publiques sont aussi contraintes. On a, comme vous le disiez, un cadre réglementaire très complexe, avec des régimes d'aide d'État qui diffèrent selon qu'on a une production à partir d'énergie décarbonée ou à partir seulement d'énergie renouvelable. Donc la question se pose vraiment, est-ce qu'on utilise les mêmes outils de soutien pour l'ensemble des technologies? Est-ce qu'on priorise et puis on acte tout de suite une aide à l'investissement pour les projets avec les technologies les plus matures qui sont prêts à démarrer, qui rentrent dans le cadre européen des aides d'État? Et est-ce qu'on envisage un soutien différent pour les autres, peut-être un accompagnement, un soutien sur l'accès aux ressources, enfin des modalités d'accompagnement différentes? C'est vraiment toute la réflexion de l'État en ce moment et qui est d'autant plus à traiter qu'on est, et on ne va pas cacher qu'on est sur, dans le cadre du plan de relance, ensuite France 2030, il y a quand même beaucoup de financements de l'État qui ont été accordés à beaucoup de secteurs et qu'il y a une concurrence entre les différents secteurs industriels qui veulent tous se décarboner pour obtenir un soutien public de l'État. Donc oui, c'est une bonne question. Merci. Il y a une autre question dans la salle. Bonjour, je représente l'Institut Rousseau. C'est un think tank qui produit des notes de décarbonation de l'économie européenne. Ma question est en deux temps, sur deux sujets un peu liés, mais pas trop. Donc, le premier, c'est sur l'incorporation des SAF. Donc, l'enjeu, c'est donc de diminuer les émissions du secteur aérien. Est-ce que vous êtes intéressé aux effets non CO2 qui vont être liés à la combustion de ces SAF? Parce qu'on sait que, enfin, il y a de la recherche là-dessus, on ne sait pas encore vraiment le quantifier, mais on sait qu'il y a un gros effet qui est lié juste à la combustion et non pas aux émissions de gaz carbonique. Donc ça, c'est la première partie de la question. La seconde partie, c'est sur, vous l'avez mentionné, l'utilisation du carbone. Donc est-ce qu'il y a une stratégie commune avec le secteur industriel sur les émissions qui sont émises en Europe ou en France pour la récupération de ces émissions? Ou alors est-ce qu'on va parier ou orienter la stratégie vers de la DAC qui est encore très faible, on va dire, industriellement et de façon, par rapport à la maturité industrielle? Merci. Il y a deux parties dans la question. Peut-être la première, c'est, je me retourne vers les collègues d'IFPEN. Sur la première question, je vais être un peu sec, je vous l'avoue. Donc, c'est par rapport, c'est des questions d'ailleurs qui ont été aussi posées en distanciel. C'est les émissions autres que le CO2, voilà, d'autres composants effets de serre que le CO2 et quel est l'impact relatif de ces émissions. Sur les effets non CO2, on peut peut-être faire une réponse couplée, moi, sur plutôt l'aspect réglementaire et les nouvelles mesures qui ont été mises en place au niveau européen. Ensuite, Airbus sur les essais et les recherches qui sont faites très concrètement par Airbus. C'est bien traité au niveau européen. Alors, au niveau européen, il y a deux mesures importantes qui sont prises dans le cadre du paquet Fit for 55. Dans le cadre du règlement Refuel Aviation, on aura une obligation de reporting sur la composition des carburants, et notamment la composition en aromatique, en soufre et en naphta. Donc ça va nous permettre aussi de progresser sur le sujet. La Commission devra faire un rapport et éventuellement faire une proposition pour changer la composition du jet. Bon, ça, en tout cas, il y a une première mesure très concrète de reporting qui permettra de mieux connaître justement les effets de ces composants et de ces carburants. Une autre mesure, c'est que dans le cadre de l'ETS, il y a aussi un système de MRV qui va être mis en place via un acte monitoring, reporting et revue, voilà. Un système de surveillance qui va être mis en place par la Commission. Donc ça nous permettra aussi, ça enclenche la dynamique de façon très concrète. Et il y a énormément de recherches qui sont financées, des essais. C'est une problématique en tout cas qui est bien prise en compte par le secteur, même s'il y a beaucoup d'incertitudes au niveau scientifique encore. Oui, je rebondis sur ta dernière partie de ta phrase sur les questions incertitudes.
Justement, il y a, donc si la répartition entre les contributions CO2 et non CO2 de l'aviation sur l'impact climatique sont une question ouverte, on a clairement la position côté Airbus qu'on a besoin de renforcer la connaissance scientifique sur le sujet. Et pour renforcer cette connaissance, donc avant d'amener des réglementations, etc., il faut bien connaître les phénomènes. Ce sont des phénomènes complexes. Et c'est pour ça qu'Airbus mène des séries de tests. C'est dans le cadre de justement ce que je mentionnais, de nos recherches vers le 100% SAF. Donc on utilise nos avions d'essai que l'on fait suivre par des avions suiveurs, ou des avions renifleurs, qui mesurent, ça peut rappeler certaines choses aux plus anciens, qui mesurent les émissions non CO2 pendant le vol. Et toutes ces données, toutes ces recherches vont alimenter les universités, les centres de recherche, vont travailler notamment avec le DLR et ainsi de suite sur ces connaissances académiques afin de mieux comprendre les phénomènes. Donc ça, c'est effectivement donc quelque chose qui est pris en considération, quelque chose sur lequel le secteur de l'aviation travaille de manière sérieuse. Et sur votre alors sur une partie de votre deuxième question sur la direct air capture ou le CCUS, donc ce sont effectivement des sujets également qu'on regarde de près. Le direct air capture pouvant être une brique technologique en termes de source carbone. On sait que pour l'instant c'est une technologie chère et qui a besoin encore de gagner en maturité afin d'arriver à une échelle industrielle. Mais c'est quelque chose que nous supportons. Hein. Nous avons investi dans une compagnie qui s'appelle 1.5 et dont Carbon Engineering est un acteur. Donc c'est une compagnie nord-américaine et basée aussi au Canada. Donc on a besoin de maturer, enfin de supporter la maturation de cette technologie, effectivement, parce que on pense que ça peut effectivement avoir une contribution intéressante, en tout cas sur certains types de filières de production. Voilà. Merci. Il y a une question de M. Chevet. C'est pas une question, c'est une tentative de réponse. Mais j'ai peut-être mal compris la question. J'ai compris que la question n'était pas uniquement les autres gaz à effet de serre, mais aussi les sujets de pollution atmosphérique. Alors j'avais posé la même question, pas pour l'aviation, mais à mes troupes, sur les voitures. Parce qu'on en a des biocarburants dans nos voitures. La réponse qui m'a été faite, c'est... Le micro ne marche plus là. Comme il doit y avoir un seuil. Comme on a voulu faire la même composition, c'est finalement un hydrocarbure de synthèse, à la fin on a la même réponse. C'est-à-dire il y a parfois certains biocarburants où c'est meilleur, mais globalement, voilà, ils sont pas faits pour traiter ça. Je parle de pollution de l'air. Très bien. Merci, Monsieur Chevet. Donc il y a une question d'organisation, peut-être. Madame Susbiel pourra y répondre. C'est une personne anonyme se pose la question du vol retour de pays tiers vers l'Union européenne. Et est-ce que ces avions pourront utiliser des biocarburants non avancés ? Alors oui, effectivement, le règlement Refuel Aviation, il s'applique sur les vols au départ de l'Union européenne. Il est difficile d'agir sur les vols retour. Ce qu'on peut envisager, c'est essayer de travailler à des clauses environnementales dans le cadre des accords aériens. Mais on n'a effectivement pas la maîtrise de ce qui sera mis dans les carburéacteurs sur les vols retour. Très bien, merci. Dernière question. Oui, merci, bonjour, Gauthier Blangès, Time to Fly. J'ai une question pour Nora Susbiel et pour la DGAC plus globalement, qui concerne les compagnies aériennes. Donc on sait que les compagnies aériennes aujourd'hui sont écrasées, et ce mot vient de compagnies aériennes, sous le poids des réglementations qui viennent s'ajouter en millefeuille en fait. On a parlé de l'ETS rapidement, on peut parler de la L147 ou du Corsia, mais pour beaucoup de ces vols, des compagnies en fait cumulent les réglementations et donc les obligations, que ce soit l'achat de crédit, qui aujourd'hui coûte entre 80 et 90 euros la tonne, mais qui sont amenés à monter. Pour rappel, dans le rapport RefuelEU, on parlait d'une tonne à 160 euros pour que cette réglementation soit efficace sur les SAF. Et des économistes parlent aujourd'hui d'un ordre de grandeur de 300 euros la tonne à 2030 pour pouvoir être efficace dans le cadre de la transition énergétique verte, entre guillemets.
Ma question, c'est de savoir aujourd'hui, dans un cadre où justement ces obligations taxonomiques deviennent de plus en plus lourdes, que fait l'Europe, et donc la France plus spécifiquement, pour le côté de demande? Parce que les États-Unis, eux, tout à l'heure, il y a eu la comparaison qui a été faite entre l'Europe et les États-Unis, et on parlait justement des différentes incentives. Le fait est que les États-Unis fait quelque chose que ne fait pas beaucoup l'Europe, c'est qu'elle passe par la subvention massive. Ce que ne fait pas l'Europe parce qu'elle passe par la taxe. Alors des taxes incitatives, certes, pas punitives, mais des taxes tout de même. Qu'est-ce que l'Europe a prévu dans le court, le moyen ou le long terme pour pouvoir justement apporter des réponses aux compagnies aériennes? Et j'ai une pensée spécifique pour les compagnies aériennes en France qui assurent la continuité territoriale et qui aujourd'hui justement s'inquiètent énormément du poids des réglementations qui coûtent environ aujourd'hui 1 million d'euros pour la mise en conformité, qui leur tombe dessus en ce moment d'ailleurs, hein, ça commence à arriver, il y a des compagnies qui rentrent dans le scope et qui s'inquiètent beaucoup de voir que ce montant puisse augmenter. Et néanmoins, on a besoin d'eux parce que l'aviation, en effet, au niveau de la continuité territoriale, est essentielle. Et quelle réponse vous pouvez apporter à voilà, en 30 secondes. En 30 secondes, alors il y a une première mesure qui a été mise en place au niveau européen de soutien à l'achat dans le cadre de la révision de la directive ETS, c'est-à-dire que de 2024 à 2030, on a quand même, la Commission, on va réserver 20 millions de quotas gratuits pour pouvoir rembourser une partie de la différence de coût entre le kérosène et les SAF, sachant que c'est des taux de remboursement à 50, 70, 95 en fonction du carburant utilisé. Donc c'est une première réponse de mesures de soutien à l'achat. Après, on parlait tout à l'heure de signal prix. C'est vrai que dans les prochaines années, voilà, entre la mise en œuvre de l'article 147, la compensation des émissions des vols domestiques, la suppression des quotas gratuits à horizon 2026 et la montée en puissance des SAF, on va avoir un signal prix, un prix du carbone sur le transport aérien qui va augmenter. Merci. Eh bien, avec cette dernière réponse, ça conclut notre rendez-vous consacré au carburant durable pour l'aviation. Il me reste à remercier encore une fois nos panélistes pour la qualité de leurs interventions, puis vous tous pour vos nombreuses questions, la richesse du débat qui était engagé avec vous tous. Merci encore. Je vous propose de les applaudir encore une fois, nos intervenants. Donc, on a bien vu tous les enjeux et les défis à relever, mais on a aussi senti qu'il y avait une vraie volonté de coopérer et de mettre en place une filière qui soit compétitive. Donc, réagir très vite par rapport à une concurrence qui se structure aussi. Voilà, donc j'espère que ce rendez-vous vous aura apporté beaucoup d'éclairage sur la question des SAF. Et nous vous donnons rendez-vous dans 6 mois à peu près pour une nouvelle édition de ces rendez-vous dont nous vous dévoilerons rapidement le thème. Voilà, à très bientôt. Donc, merci à tous. Ça a peut-être été coupé. Ah non, c'est bon. Juste un mot pour remercier François. François a animé, c'est la 8e table ronde de l'innovation énergétique pour IFPEN. Et il fait partie des peu de gens finalement qui vont accéder à la retraite très prochainement. Donc il va nous quitter. Donc voilà, je voulais juste devant vous le remercier pour son engagement fidèle.